Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag du vendredi à suivre sur l'antenne de Radio 2M comme chaque semaine, mais aussi en images et en simultané sur YouTube, Facebook, Twitter, Insta et partout. Voilà. Cette semaine, nous allons parler de livres, de mariage, de réseaux sociaux avec des robes à vous faire tourner la tête, de football bien sûr aussi, mais surtout de cinéma. Dans quelques jours sera donné le coup d'envoi du plus grand festival du monde dédié au 7e art, le Festival de Cannes, bien sûr. L'année dernière, son dernier film était projeté à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, projeté également lors du dernier FIFM, le Festival international du film de Marrakech. Il a remporté de nombreux prix. Les Marocains vont enfin pouvoir le découvrir. Le film Désert de Fouzi Ben Saïdi. Il sera dans les salles marocaines mercredi prochain. Fouzi est notre invité dans l'hebdo. Bonjour à tous. Bonjour Fia. Bonjour toute seule. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Je suis jamais toute seule. C'est En fait. vrai. Faut que tu le saches une bonne fois pour c'est vrai. toutes. Tu as l'amour et le soutien de tout le monde. Rimel, Oui. ton micro-trottoir de la semaine dans la Wolkomen. Alors on va parler de la fierté marocaine. Vaste projet et vaste programme également. Moi, on va parler de Champions League. C'est la semaine de la Champions League. Je vais parler de notre rapport au foot français parce qu'il est passionnant. Que le foot français? Ouais, le foot français en général. Ouais. C'est très drôle. Et c'est le je t'aime moi non plus. Oh, ouais, on va dire ça comme ça. Il y a, C'est il joliment y a même dit, pas ouais. le je t'aime. Même pas le je t'aime. Non, mais c'est pas mal. Seulement Moi, ça sera la revue du web. La revue du web, ça sera le Met Gala, ça sera les épreuves de natation des JO de Paris dans la Seine. Les autorités françaises rassurent, mais Mais y a ça personne marche qui- pas y a- vraiment. Personne n'est vraiment rassuré. En fait. Personne n'est rassuré. dupe en fait. Ouais. Safia sera également avec nous. Elle s'intéresse cette semaine au serial divorce. Vous l'aurez compris, le sujet c'est le divorce. Bien évidemment, elle va déraper comme chaque semaine. Allez, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. On débute bien évidemment par l'image de la semaine. L'image de la semaine est une déclaration d'amour pour un homme qui pour moi incarnait à lui seul la plus belle allure. Cet homme nous a tous marqués ici ou ailleurs parce qu'il était d'une humilité rare, quelle que soit la conjoncture. Il a animé de très nombreuses émissions, dont 2 devenues cultes, Apostrophe et Bouillon de culture. Il aimait nous faire aimer les mots qu'il considérait comme des personnages vivants avec lesquels il ne fallait aucune censure. Les mots, ils font partie de notre vie et je suis plutôt quelqu'un qui a toujours fait attention aux mots parce que je les aime, parce que sans mots, il n'y a pas de questions, sans mots, il n'y a pas de réponse, sans mots, il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de communication. C'est à lui que l'on doit la grande dictée, celle avec le sens des mots dans leur plus belle parure. Et que dire de son questionnaire de Proust, copié mais jamais égalé, parce que ce qui changeait tout, c'était bien sûr sa signature. Il avait écorché François Mitterrand et a appris le mot « Yallah » avec Sœur Emmanuelle qui lui avait fait une relecture. Votre mot préféré, Sœur Emmanuelle, Yallah, ce qui veut dire? en avant. Ah bon. Vous avez vu ce que j'ai dit? Comme ça, j'ai dit « Ah bon Dieu ». C'est en arabe, hein. C'est une Très belle bien. langue, Le l'arabe. mot Et si j'avais un livre, un seul, à vous conseiller de Bernard Pivot, ce serait sans commune mesure « Au secours, les mots m'ont mangé », une déclaration noble et pure où on s'empiffre de mots d'écriture. Pour la petite histoire, ce monsieur, un beau matin de juillet, dans un café taciturne, je l'ai croisé, il était juste à côté de moi, il prenait des notes et faisait quelques ratures. Bouche bée de réaliser de le voir en vrai, je le fixais, j'en ai perdu les mots, je sentais que tout se décomposait sous ma figure. Il m'a regardé et m'a dit tout simplement, on n'a qu'à se dire bonjour. Merci. Allez, bravo, Mais Ftia. quel bel épitaphe. Il aurait été fier de toi, Ftia.
Ouais, mais en fait, j'ai pas pu dégoiser un mot. Tu vois la gamine qui se retrouve devant un personnage, parce que c'est vrai que Tu as Bernard fait la Pivot, groupie, en fait. ici, et c'est amusant parce que hier encore, avec un chauffeur de taxi qui me dit vous avez parlé de Bernard Pivot. En fait, tout le monde connaît Bernard Bah, bien Pivot, sûr. c'est fou. Bien sûr. L'aura internationale qu'il aura Bien eu sûr. à promouvoir durant toute sa vie la langue française. Moi, je Mais on l'a connaissais tous pas. vécu. Moi, je le connaissais pas, par exemple, parce que je pense que son émission passée dans les années 70 ou 80. Je pense que j'étais pas encore née à cette Non, époque-là. mais il est intemporel. Mais mon Bernard père m'en a parlé et je sais que c'est grâce à lui qu'il aimait la lecture. Il regardait ouais. beaucoup son émission et je pense que c'est pas le seul. Je pense qu'il a nourri nourri cette passion pour la lecture à des millions de téléspectateurs. Et Exactement. au Maroc aussi, hein, Ouais. parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, il y a 4-5 comme ça, animateurs, 4-5 grosses émissions qui Cultes se sont qui sont incrustés restés, ouais. dans les chaumières, on va dire ça comme Dans ça, tous les maisons pays marocaines. francophones du monde, On en parle de ce réalité. qu'on connaît, donc le Maroc, ouais, effectivement. Et lui, effectivement, il en a fait partie. Il nous accompagne, enfin, peut-être pas nous, hein, peut-être un peu moins nous, mais en tout cas nos parents, c'est Nos certain. parents. Il y a Ouais. beaucoup de milliers de Marocains comme ça qui suivaient religieusement ce qu'il produisait, parce que c'était un grand musée, effectivement. Voilà, et c'est parmi Vachement. ces derniers plateaux qu'il avait fait, il disait à quel point la vieillesse, C'était un et il naufrage. utilisait J'ai vu, le là. mot volontairement, il dit c'est chiant, Chiant. la vieillesse, C'est chiant. c'est chiant, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Non, mais ce qui est pas en marrant, je utiliser vous un invite à autre. aller lire ce petit paragraphe justement où il dit j'aurais pu dire autre chose parce que bon il me manquait pas de vocabulaire, hein, il aurait pu, mais il dit non le C'est terme celui exact. qui colle le Exactement, voilà. c'est ce que Il colle le avait- mieux. Alors voilà, C'est chiant. voilà, et pour quelqu'un justement qui avait pour qui l'importance du sens du mot Ouais, était bien sûr. vraiment vitale, voilà. Allez, c'est le moment de Belle recevoir notre invité. Je vous prie de bien vouloir accueillir le réalisateur Fouzi Ben Saidi qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. L'invité. Merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir, Fouzi. La dernière fois que on vous avait eu, c'était sur le plateau du FIFM, le Festival international du film de Marrakech. Alors Fouzi, vous avez un très très beau parcours. Vous êtes un personnage un peu à part dans le milieu du cinéma marocain. Et celle qui va vous présenter à nos auditeurs, c'est Selma. Alors, en écrivant, en rédigeant le portrait, je me suis dit qu'il était quand même un petit peu vachement prétentieux de vouloir décrire quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois. Mais quand c'est Fouzi Ben Saidi, alors c'est simple. On s'installe au canapé, on éteint les lumières et on navigue tous les films qu'il a signés avec pour objectif de répondre à cette question. C'est qui le cerveau derrière tout ça ? Et cinéaste qui a porté toutes les casquettes du métier, ça on le sait. Passionné et engagé, ça on le sent. Sensible au monde, à ce qui s'y passe et même ce qui ne s'y passe pas. Quand il nous montre le Maroc, c'est souvent un Maroc qu'on connaît déjà, mais parfois dont on a seulement entendu parler. Fouzi, lui, il nous y plonge dans ces réalités socio-économiques et politiques qui nous sont étrangères et malaisantes parfois, avec un regard différent et intime sur l'être humain qui nous pousse à considérer toutes les facettes. Alors vous êtes natif de Meknès, le fief du théâtre et des salles de cinéma à l'époque, malheureusement. Fouzi Ben Saidi est d'abord un homme de théâtre. C'est vrai ? Oui, Oui. exactement. Ensuite, vous avez été acteur. Et lorsque vous mettez la casquette de cinéaste, le succès ne se fait pas attendre. C'est d'abord La Falaise, un court-métrage silencieux. 2 enfants orphelins, une vie difficile, le drame qui guette. Avec Mort à vendre, on a 1000 mois, un regard social sur les années de plan dans le milieu rural. Tous deux, ils ont été récompensés de nombreuses fois. On a Mort à vendre, l'amour, la pauvreté, le vide, l'extrémisme religieux, la violence conjugale et puis Tétouan, tel qu'on ne l'avait jamais vu auparavant, alors que le film devait être tourné à Tanger. What a Wonderful World, je vais le dire comme ça, c'est un petit peu votre folie, un casa psychédélique, ses antipodes, son antipathie, tout le monde coexiste sans pourtant communiquer. Et puis aujourd'hui, Désert que le public marocain pourra découvrir bientôt. Bref, vous avez une filmographie riche et saisissante, faite de 3 courts-métrages et 6 longs-métrages, chacun ayant marqué son époque par ses thèmes, ses références cinématographiques recherchées, la diversité des images et des bandes-son. Et si je pouvais y mettre un thème, ça serait une de vos propres citations. Le cinéma et l'amour sont capables de changer le monde. Très joli. Merci Très bien beaucoup. résumé. Merci. Fouzi, pour de nombreux critiques, ce dernier film, Désert, est du Fouzi tout craché qui part dans tous les délires, aucun filtre, aucune limite de ce que l'on dit de ce dernier film quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est écrit.
c'est qu'avec ce film, vous vous êtes vraiment fait plaisir. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres, non, mais là, que vous vous êtes lâché. Oui, Vrai? c'est vrai. Je ne m'assagis pas avec l'âge. Je n'ai pas l'impression, c'est vrai. Je gagne en liberté parce que je pense, hein, c'est un peu cliché, mais je crois que on jette des choses. Plus on avance dans la vie, on jette, donc on devient plus léger. Et donc il y a peut-être la chance d'aller plus haut, du coup. De voler un peu. Et donc, du coup, c'est vrai qu'avec ce film-là, je suis allé sur un terrain qui me titille depuis un moment, en fait, des questions comme ça qui sont de l'ordre de dire, par exemple, est-ce qu'un film est obligé de raconter une histoire de A à Z, par exemple? Est-ce que dans la vie, les gens ne sont pas frustrés de connaître des bribes d'histoire, de connaître des histoires qui ne se terminent pas, par exemple. Tous, on a accès des fois à une partie de l'histoire. On dort tranquille. Pourquoi dans le cinéma, il faut absolument avoir cette idée d'aller du A à Z? Donc je suis parti de choses comme ça. Envie de casser les codes. Oui, c'est vrai, de dire, bon voilà, allons... D'autant plus que ça arrive après un moment où à partir de Mort à vendre, je voulais un peu m'attaquer à ce qu'on peut dire le classique dans le cinéma. J'aime beaucoup aussi le classique dans le cinéma. Donc Mort à vendre est un film qui va comme ça sur le terrain des films noirs. Volubilis va sur le mélo. Par exemple, il y a Jour d'été est une adaptation d'une pièce de théâtre qui se passe dans une maison. Et donc, dans toutes ces histoires-là, j'expérimentais le classique, si je peux dire, comme je ne faisais pas. Donc, j'essayais ça. Et donc, Désert était une manière de revenir à autre chose qui m'avait nourri beaucoup sur What a Wonderful World. On va raconter un petit peu, faire le pitch à nos auditeurs, savoir de quoi il parle, ce film. Moi, je l'ai vu, certains d'entre vous ne l'ont pas encore découvert. Rendez-vous mercredi prochain dans les salles. Que raconte-t-il, votre film? C'est un western, road movie? Oui, il y a de tout, encore une fois, voilà, ça commence par ça, ça commence par la liberté de mélanger les genres, par exemple. Ça commence par une très mauvaise nouvelle, parce que ouais. Voilà, il y a quand même deux personnages principaux, Mehdi et Hamid, et qui, eux, font du recouvrement et ils vont aller chercher du fric, quoi. نازلين وزيروا لي لي موفي بايور حميد دركون اي مهدي عطافين هما لي ريزولتا ديالكم الا ما طلعوش مزيان راه الباب سلفتي 6 مليون اش درتي بها؟ درنا بها العرس بقى واحد شويه درت بها شي معيزات غناخذ هاد الزربيه دابا الشهر الجاي غتصيفط عا 5000 اشنو درتي بهم الفلوس؟ بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات لي الوالده لا سيدي غندخلوا خيط بيض غنصالحوك مع مرتك زاهيه الدراري واش انا جالس كنقول فيك عين بين ما درت حتى شي مجهود باش نقول بك وتاحل فمك غنعطيكم 3000 درهم وصلوا لي هاد المجرم الحبس كذا الفلطه ديالي انا اللي جريتك لهاد الشيء صافي العالم تبدل العالم ما تبدلش حنا اللي تبدلنا عاود لك شي حاجه دابا Deux petits fonctionnaires dans une agence de recouvrement de crédit qui ne sont pas très futés, je veux dire, qui veulent jouer les durs pour récupérer les crédits non honorés. Donc, ils vont aller dans des petits villages perdus où les gens ont pris des petits crédits de rien du tout. Et donc, du coup, on a accès à une espèce de fragilité du monde et des hommes. Et il y a comme ça toute une partie du film où c'est des petites histoires très burlesque, avec beaucoup d'humour. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on peut le qualifier de film burlesque? Oui. Il y a cette première partie où vraiment, c'est du burlesque. C'est-à-dire que je prenais comme ça
la liberté, le plaisir d'aller sur quelque chose qui nous appartient, qui est l'humour. On a beaucoup d'humour au Maroc, et avec beaucoup d'imagination. Et on n'y va pas. J'ai l'impression que la comédie reste quand même très comédie de blague. C'est-à-dire que les gens rient dans les salles. Potage, c'est bon, voilà. Alors que nous avons des choses magnifiques. Et donc, je me suis dit, je vais aller dans le burlesque, mais je l'emmènerai à mon imaginaire qui vient de moi, du Maroc, de là où j'ai grandi, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai pris un malin plaisir comme ça à chaque histoire, soit l'occasion comme ça de monter une séquence burlesque. Ça aurait pu être une trilogie, votre film, parce qu'on dirait qu'il y a des films dans le film. Comme dans tous ces films. Oui. Comme dans tous ces ouais, films. c'est vrai que ça revient pas mal. Mais dans celui-là... Je pousse plus loin peut-être. Ouais. Moi, je trouve quand même. Je pousse plus loin, là, vous êtes allé très très loin. Ouais. Moi, j'ai une question à poser à Messaïdi qu'on découvre en 97, avec La Falaise, donc le court-métrage dont tu as parlé, Selma, et qui a fait grand bruit, je me rappelle, à l'époque. Et après, vous explosez aux yeux de tous avec 1000 mois. Ce film construit autour d'une chaise, avec un gros thème derrière, mais c'était la chaise. Ce gamin qui devait surveiller la chaise du prof. Par contre, quand on voit, je me rappelle, moi, en 2003, quand vous faites ce film-là, on vous voit comme une révélation au Maroc. Voilà, Fawzi Messaïdi, c'est... Puis par la suite, Nargis Nassar, et d'autres vont venir. Mais par la suite, 2003, 2023, donc 20 ans, 4 films seulement dans la foulée, avec le 5e qui arrive. Pourquoi mettre autant de temps, justement, pour créer, sachant que, bon, voilà, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de bankable. Parce qu'il n'en avait pas envie. Il a décidé de faire une pause. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il est très prolifique, mais je trouve que, voilà, 4-5 films en 20 ans, c'est très peu. Hein. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première qui est liée au financement, c'est-à-dire que pour être dans un film ambitieux, on est obligé d'aller chercher des coproductions à l'international. Donc tout ça, c'est vrai, prend du temps parce qu'il faut il faut faire le Maroc d'abord parce qu'il faudrait arriver sur la scène internationale. C'est mieux d'arriver avec une aide du pays d'origine. Donc après, il faut aller chercher, des fois c'est la France et l'Allemagne, des fois c'est la Belgique et la Hollande, etc. Et tout ça, c'est vrai, prend du temps. Donc je dirais que moi, profondément, mon rythme personnel aurait été autre. Même si j'aime bien prendre le temps, j'aime bien pousser les choses au maximum, j'aime bien ne pas vraiment baisser le niveau d'exigence sur aucun film. J'aurais même aimé ne pas avoir ça, mais c'est quelque chose qui présente avec moi, je ne peux pas faire autrement. Je veux dire, moi, je crois, juste éduqué comme ça. Je veux dire, si je travaillais le bois, j'aurais fait la même chose. Hein. J'aurais été dans le même rapport quasi religieux avec le travail. Donc j'ai ce côté-là. Mais j'ai découvert peut-être dernièrement, plus tard. J'étais un peu à l'aise avec ça. Je crois que c'est l'âge qui fait ça. Les années passent. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, je me suis dit... Quand même, c'est quoi? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et je peux dire que entre 2019 et 2023, mon rythme a changé. J'ai tourné 2 longs métrages et 2 courts métrages. Ce qui n'était pas mon rythme d'avant. Il faut dire qu'avant aussi, je faisais autre chose. C'est-à-dire que je jouais dans les films des autres, je mettais en scène, etc. Donc, l'un dans l'autre, je ne m'arrête pas. Multicasquette. Hein. Ouais. Quel est le qualificatif qui vous colle le mieux? Vous faites de nombreuses interviews, vous rencontrez de nombreux journalistes, que ce soit ici ou dans la façon de vous présenter. Quel est, pour vous, le qualificatif où vous dites « Ah ouais, ça, c'est vraiment moi ». Un génie. Non, je suis désolé. Ça c'est en 1, faut dire. Je pense qu'en 2, on peut mettre l'humilité. On peut mettre l'humilité en 2. Exactement. Voilà. Et la modestie. La modestie, l'humilité en 2. C'était pour rigoler. Jamais personne n'a dit ça. Non, c'est pas vrai. Ça, par contre, je m'inscris en faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que vous avez toujours traîné justement l'image depuis le début, encore je le dis, depuis 1000 mois justement. Moi, j'avais vécu ça à l'époque où on s'est dit voilà, quelque chose de nouveau vient d'apparaître au Maroc parce que vous aviez cassé les codes de l'époque qui étaient quand même un peu phagocytés par une certaine catégorie de cinéastes. Et quand vous arrivez, c'était la révolution dans votre métier en tout cas. C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses. Voilà, bon, génie, on l'utilisera à nous après, mais celui qui vous colle le mieux. Modeste. Ouais. Merci. C'est une très belle réponse. Je lui achète. Ça. Ben non, vous pouvez pas. Génial. Non, vous n'avez pas le droit. Tant qu'il en dira, il se retourne. Lequel? C'est le meilleur. Je ne trouverais pas mieux.
Non, plus, non mais franchement, non mais c'est vrai, je dirais, je reviens à cette éducation. Cette éducation-là, du travail bien fait, aller avec l'humilité. Non, c'est vrai. Alors, j'ai grandi comme ça. Cette humilité, c'est bien que vous utilisiez le mot humilité, c'est le qualificatif qui a été le plus utilisé vous concernant quand vous étiez à Cannes l'année dernière. Justement, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, toutes ces interviews de tous ces internationaux? Qu'est-ce que ça a représenté Cannes pour vous? Alors, c'est très... Parce que là, vous avez donné des interviews quand même extrêmement longues à certains journalistes, notamment français et autres. Moi, j'aime bien l'exercice de parler de mon métier parce que je sais qu'il y a des cinéastes qui n'aiment pas beaucoup et je les comprends. Hein. Mais moi, comme je viens de la cinéphilie, donc j'aime bien parler du cinéma, que ce soit le mien ou celui des autres. Donc j'ai un plaisir personnel comme ça de parler du cinéma. J'ai pas de problème avec ça. Alors Cannes, c'est particulier. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Il y en a un peu trop peut-être. Mais bon, moi je suis assez même tolérant sur ce côté. Je sais pas comment dire. Il y a des gens qui sont très critiques, par exemple. Moi, je trouve que par exemple Cannes, c'est vrai que c'est une espèce de Capharnaüm, c'est un fourre-tout. Il y a des critiques très pointues. Il y a des gens qui sont juste là, qui se baladent, qui viennent n'ont vu aucun film, posent des questions, etc. Donc il y a de tout, mais moi ça mais c'était bien ou pas? Ah, c'était très bien. C'était très bien. Je pense aussi que ce qui était bien, c'est que le film était à sa place. Ouais. C'est-à-dire que... À la casette des ouais, voilà, exactement, avec une équipe nouvelle, mais très, très mélangée. C'est-à-dire, il y a le jeune qui dirige, mais en même temps, dans son comité de sélection, il y a Jean Narboni, qui est un des plus grands critiques dans le cinéma français. Il y a une actrice. Il a fait quelque chose de nouveau. Et je crois que ça a rencontré un film qui essaye aussi quelque chose. Donc, j'avais senti qu'ils avaient une espèce d'affection particulière au film. Je ne sais pas comment dire. Rimel ? Je pense qu'à Cannes, le cinéma marocain et plus largement maghrébin a été très nettement représenté. On parle de l'émeute de Kamal Zraq, La mère de tous les mensonges de Asma El-Moudir, Les filles d'Ofla de Kauthar Benhania, et j'en passe. Autant de films qui osent le cinéma de genre, qui s'amusent avec les codes et de la fiction et du documentaire. Est-ce qu'on assiste à un renouveau du cinéma maghrébin ? Moi, j'ai vécu quelque chose, je vais parler d'être quelque chose de personnel qui était très plaisant et très... 2003, je suis avec Nargis Njar. Ça faisait des années que le Maroc n'était pas à Cannes. 2023, c'est 20 ans après, il y a quelque chose qui est similaire. Où il y a Kamal Zraq, où il y a Asma El-Moudir. Bon, il y a le vieux renard qui est toujours là. Moi, je suis là encore. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé cette espèce d'enthousiasme aussi qui était autour de cette arrivée d'une nouvelle génération. Je crois que c'est l'une des choses les plus belles qui nous est arrivée dans le cinéma marocain, c'est l'arrivée de cette jeune génération. Alors, il y en a qui étaient à Cannes, mais il y a aussi d'autres qui étaient ailleurs. Il y a Aladdin El-Jem qui a fait un film il y a 2-3 ans. Il y a Smaïl Iraqi qui a fait un film il y a 1 année, 2 ans. Il y a Adil Fadili qui vient de faire un film. Je veux dire, il y a une génération qui arrive et c'est très beau ça. Vous aimez affirmer votre marocanité ? Je ne l'affirme pas. Elle est là de manière naturelle. Je ne force pas. Elle est là de manière naturelle. Je veux dire, par contre, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, je ne cherche pas, par exemple, à se dire il faut absolument attention, etc. Est-ce que vous voyez, Fouzi, ce qui est en train de se passer depuis quelque temps déjà, où cette jeunesse sur les réseaux sociaux veut affirmer sa marocanité et montrer en fait sa fierté. Rimel est allé sonder dans les rues le pourquoi du comment, pourquoi cette jeunesse veut crier haut et fort sa fierté d'être marocain. Jingle. La Walkwoman. Exactement, Fthia, il y a cette vague de patriotisme qui déferle un peu partout. Entre les succès des sportifs, nos artistes qui cartonnent à l'international, notre richesse incroyable en termes de culture, de tradition, de paysages à couper le souffle. Alors forcément, ça donne envie de montrer et de le montrer justement au monde entier, de créer haut et fort qu'on est fier de notre pays. Et c'est comme si on avait un trésor sous les pieds et qu'on commençait juste à le réaliser.
Alors ouais, peut-être que certains diront que c'est juste une mode, un truc qui passera avec le temps. Mais nous, on sait bien que c'est bien plus que ça. C'est un cri de cœur, c'est un cri de fierté, un truc qui nous relie tous les uns aux autres, peu importe où on se trouve sur la carte. Alors pourquoi on se retrouve tous à mettre le drapeau marocain en photo de profil ou à crier sur tous les toits qu'on est fiers d'être marocain? Tu l'as dit, Fthia, sur nos réseaux sociaux, on le retrouve maintenant sur les bios, sur beaucoup de profils des Marocains. Alors c'est la question que j'ai posée aux jeunes. Écoutez leurs réactions. صراحة أنا مش حلالي وأنا مفتخر أنني نكون مغربي ولكن ندويو على لي جون ديال دابا صراحة كتشوف دي زارتيست اللي كبار فرانش مونطانا اللي هما أصلا مغاربة ودي زارتيست اللي كبار ماشي مغاربة كيهزوا الدرابو ديال المغرب. Le drapeau marocain ou le fait d'être marocaine, ça signifie beaucoup pour moi parce que j'avais un père qui a vécu في la période ديال الاستعمار donc كنعرف قيمة الوطن et peut-être دوز لينا هاد روح الانتماء وحب الانتماء للوطن. Alors c'est vrai que depuis que le Maroc s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde, que j'ai un sentiment d'appartenance encore plus fort pour le Maroc. Et même s'il était déjà très fort, mais aujourd'hui je sais que vraiment je sais ce que représente le drapeau du Maroc. Et en plus de ce qui s'est passé à Marrakech, ce qui était très tragique. Et oui, depuis tout ça, on a vu l'élan de solidarité et le peuple, comment il peut réagir dans les bons et les mauvais moments. Nos jours, ce drapeau nous fait plus rappeler la joie de tous les Marocains autour du monde lors de la Coupe du Monde et la solidarité du peuple au moment du séisme. سي نورمال المغربي خصو يدير كاسكيطه فيها انت مغربي تمشي عيب. حنا ملي كنا دي جون كنا كنديروا الكاسكيطات الامريكان ولا كاسكيطه ديال البرازيل. دابا ولا التوني ديال المغربي كيتباع في البرازيل كياخذوه البرازيليين لقاش المغرب ابار كوب دي موند. حنا ديما مغاربه وديما خصنا نعتزوا بالدرابو ماروكان. Alors c'est fou, c'est vrai qu'il y a deux phénomènes qui reviennent. Ouais, elles sont géniales. Bravo. Le football, oui, cette fameuse qualification Coupe du Monde qui est effectivement au sein de la diaspora également. Et aussi étonnant que ça puisse être, c'est cet élan de solidarité en fait de Mararba à travers le monde entier pour nous accompagner dans le drame qui, vous l'avez vécu, dans le drame que tous les Marocains traversaient. Oui, exactement. Non, il y a quelque chose, c'est vrai, il y a quelque chose de très très beau. Cette espèce de paix avec soi-même, avec son pays. Ça, c'est vrai que c'est très beau. Et je pense que ça a commencé depuis un moment, parce que moi, qui viens d'une génération d'avant, j'ai vu, par exemple, à un moment donné, comment les gens ont récupéré avec fierté Derija, par exemple. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé, moi, ça m'a surpris un peu de voir Derija qui rentre, qui arrive partout. Et c'est vrai, ce que tu te dis, bah oui, la publicité au Maroc doit être Darija, etc., etc. Des choses comme ça. Et là, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est incroyable. Hein, c'est-à-dire, c'est une année où on a été réunis par la joie et les larmes. Ouais, exactement. Ça, c'est incroyable. C'est vrai, ça forge quelque chose de très, 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 très fort. Et c'est très très beau dans un monde qui n'est pas totalement stable, de sentir qu'il y a cette espèce de cohérence en fait entre le pays, le peuple, etc. Donc ça c'est très bien. Alors j'aimerais bien revenir sur le film Désert. Où l'on voit, il y a l'acteur Fahd Benchimsi, et dans beaucoup de vos films on revoit parfois des têtes d'affiche qui se répètent. Alors, en fait, comment se passe votre processus de travail, en fait, avec ces acteurs, et pourquoi ce choix, en fait? Pourquoi choisissez-vous de répéter parfois le... En fait, sincèrement, ce n'était pas un choix au début. Quand j'ai commencé, je n'ai pas pensé que je vais reprendre les mêmes. Et puis, ça s'est fait. Je me suis découvert moi-même en train d'appeler les mêmes. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens avec qui je n'ai pas d'amitié. C'est-à-dire, mais vous aimez mélanger professionnels et amateurs aussi, par exemple. Donc là, ce n'est pas spécial les amateurs, pas spécialement vos amis. Non, mais des inconnus que vous aimez mettre en scène, et vous aimez ce mariage entre les deux. Ça, j'aime bien, mais je parle du noyau, si je peux dire. C'est-à-dire, même dans les acteurs,
il n'y a pas tous qui reviennent. Mais il y a un noyau autour de moi de 5, 6, 7 acteurs où il y a un fonctionnement entre nous qui est un fonctionnement quasiment de troupe, en fait, de théâtre. Et je peux rajouter des techniciens. Moi, j'ai attendu mon chef machinot qui était ça. Personne n'a voulu croire. Ouais, mais tous les réals sont un peu comme ça. Quand vous allez voir les très grands Scorsese, par exemple, on Exactement. sait que De Niro, DiCaprio, DiCaprio Tarantino, on peut en citer aussi 3-4 comme ça, avec, comme vous dites, acteurs et techniciens aussi. Mais je me suis posé aussi la question, ça allait être ma question, est-ce que ça vous rassure un petit peu d'avoir ces gens près de vous pendant que vous travaillez, vous qui êtes très, et vous l'avez dit, très précis dans votre travail et très exigeant aussi. Est-ce qu'en vous disant Hadam me connaît bien, Hadam m'a longtemps accompagné, est-ce que c'est une manière aussi de vous protéger parce que ça fait un peu des garde-fous? Sûrement, il y a quelque chose de ça. Et il y a aussi le fait que on arrive à pousser encore plus loin ce qu'on a acquis avant. C'est-à-dire ça, je le vois. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, moi, je peux écrire en pensant à quelqu'un. Et sur le plateau, on gagne un temps incroyable. C'est-à-dire qu'on démarre, on est déjà à 6 sur 10 de ce qu'on veut, là où on veut aller. Justement, quand vous écrivez les rôles des deux benets, là, est-ce que vous pensez à Talb et à Fahd Mesmeti à la base? Oui. D'accord. Donc tout de suite, c'était eux, quoi. Oui, c'est écrit d'ailleurs à 1 mois du tournage. Il y a Abdo Talb qui a eu un problème. Il est parti jouer du foot et il s'est fait un problème à la cheville. C'est vrai que je l'ai engueulé, mais j'ai reporté le tournage pour lui. Ah ouais. Ah oui, on a tout arrêté, les gens sont revenus, on a perdu, pas moi, la production a perdu de l'argent, heureusement qu'ils ont... Pour un match de foot. Ils ont, ouais, voilà. Et donc... moi, je l'aurais viré, moi, c'est terminé, faut pas non plus... Oui, on me l'a dit, il y a des acteurs. Non, mais quand même, quoi. Mais... Non, mais vous n'êtes pas le seul. C'est vrai qu'Amine parlait de certains réalisateurs, si on part en France, Chabrol, pareil, il avait besoin, en fait, et ça le rassurait, et il connaît, on sait aussi comment il joue, donc il y a une approche, une fusion quelquefois entre les réalisateurs et ses acteurs. Et les techniciens, je voudrais juste aussi parler des techniciens. Par exemple, il m'arrive souvent à la fin d'une prise de se retourner et c'est vrai de trouver 3-4 qui sont là depuis le premier court-métrage. Je sais qu'au regard, ils vont vous comprendre. Et je sais si on est... Ils vont dire si c'est bon ou pas. Voilà, au regard, on n'a même plus besoin de parler. Je dis on la refait, juste au regard. Nous parlions du Festival de Cannes. Outre les films, c'est le tapis rouge des tenues magnifiques qui font le tour du monde. Et cette semaine, les tenues qui ont circulé absolument, mais partout, c'est celle du célèbre Met Gala aux États-Unis, le rendez-vous incontournable de la mode. C'était au Metropolitan Museum de New York. Et ça, c'est dans la revue du web. Les nouvelles du web avec Salma. Alors avant le Met Gala, que j'ai laissé pour la fin, parce que oui, le meilleur à la fin. On va commencer avec Matt Pokora, qui était au Maroc. Donc l'artiste était chez nous à l'occasion du Casa Fashion Show et il publie sur Instagram des clichés où il prend la pose devant la mosquée Hassan II. Alors les photos sont magnifiques. Elles sont prises en grand angle. On y voit vraiment toute la majesté de la mosquée Hassan II, sa taille imposante, les détails emblématiques de son architecture, de notre savoir-faire artisanal. Et puis dans un bel hommage, une vidéo de nos drapeaux qui flottent au loin. Ça a enchanté beaucoup de ses fans marocains qui se sont en fait rués pour lui souhaiter la bienvenue et même réclamer un concert en bonne et due forme au Maroc. Et donc il vient ? On ne sait pas. Ensuite, on a les JO de Paris, c'est bientôt. Et pour une large partie du public français, il y a de gros points d'interrogation sur certains aspects de la logistique et de l'organisation. Surtout, les épreuves de natation qui se dérouleront dans la Seine. Est-ce que c'est safe ou pas ? Et cette semaine, il y a cette déclaration d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui n'est pas vraiment passée. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. Alors, oui. Alors les autorités françaises, bien qu'elles veuillent rassurer les gna 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 sur ces épreuves, les nageurs anglais, eux, ils sont juste, pour être sûrs, ils vont se faire vacciner contre la typhoïde, l'hépatite A et prendre des antibiotiques après les épreuves. Donc quand on entend que certains pays sont pas trop sûrs, c'est en fait qu'il y a plus de doute, ils flippent complètement. Et selon cet internaute, en fait les nageurs des JO après la Seine, ça sera ça. Assistance médicale très très poussée. Excusez-moi, une mauvaise grippe.
Alors, je m'excuse pour le passage dégueulasse. Donc là, on va passer à de plus jolies choses et je vais vous je vais y arriver, vous enchanter avec un peu les looks du Met Gala qui s'est tenu cette année sous le thème Belle au bois dormant. Comment réveiller la mode? C'était pas les fleurs, Voilà, jardin du temps. Voilà, c'est ça. Le dress code, c'était jardin du temps, mais le thème, c'est Belle au bois dormant. D'accord. Bien sûr, sur Internet, tout le monde est critique. Moi-même, d'ailleurs, allongée dans mon pyjama et mes chaussettes dépareillées, en train de penser que certains stylistes devraient être licenciés, en fait. Parce que parmi les looks qui ont fait sensation, on en a eu beaucoup. On a eu Lana Del Rey et ses bottes en forme de sabots de vache. Tyla et sa robe en organza et grains de sable. Oui, grains de sable. Ou encore cette mystérieuse femme qui n'est pas connue dans le monde des célébrités, mais qui a littéralement volé la vedette à toutes les stars avec une robe couleur chair et des papillons qui bougent. Oui, magnifique. Et qui bougent. Et avec il y avait comme un mécanisme qui faisait des fleurs. Tu l'as la vidéo, j'espère. Tu t'intéresses à ça, toi, Fatih? Ah non, mais j'ai trouvé ça. Alors, pour le coup, dans les plus grands défilés du monde, on voit des tenues somptueuses, mais la palme absolue à la robe qu'elle vient de citer, c'est juste sublime en termes de finition. Qui est le couturier? Alors, ce que je sais, c'est que c'est le même que celui qui a habillé Zendaya, mais le nom m'échappe. On va semaine prochaine, faut qu'on le donne. Oui. Alors, on a aussi eu le look de Kim Kardashian qui a surpris, mais pas dans le bon sens. Sur les différents commentaires, les internautes pointent le corset très très serré qu'elle portait. Je ne sais même pas comment elle a fait pour respirer. Les organes de Kim K crient au secours, comme il nous dit cet internaute. Ou encore, si Kim K a l'air de mal respirer à chaque Met Gala, c'est parce qu'elle arrive directement de l'hôpital après s'être fait enlever la moitié des côtes. Alors, pour clôturer, je voulais inclure le look le plus bizarre du Met Gala, mais il est un peu olé olé. Il revient à Doja Cat et à l'occasion, je vais vous ressortir sa tenue de l'année dernière, toute sertie de Swarovski rouge de la tête aux pieds. J'ai pas vraiment cherché le nom du créateur, mais je mettrai ma main à couper que c'est une création signée Maison Herpès. Voilà, regarde. On avait vu ça à Cannes, alors pas visage ouvert. Il est le seul à avoir saisi ma blague pourrie. C'est horrible, vous n'avez pas relevé ce qu'elle a dit. Rien, t'as pas relevé. Mais si, j'ai relevé, mais personne n'a. Vous n'avez pas souri. Vous n'avez pas saisi ma blague pourrie, je suis désolée. Moi, chaque chronique, je fais une blague pourrie. Si, c'est la deuxième semaine de suite où elle est bien. Bien. Mais du coup, Doja Cat qui a fait le Met Gala en peignoir et en serviette. C'est pour ça que j'ai pas voulu inclure la photo. Il est un petit peu olé. Elle est serviette comme ça. Elle est indécente. Ouais, un peu. Oui. Des lieux particuliers. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux ou pas, hein? Non, sincèrement non. Je fais comme je peux, mais non. Oui, j'ai pas d'Instagram par exemple. Ce qui est une honte totale. C'est triste. Ouais. C'est comment la vie sur Instagram? Pour les jeunes, c'est juste impossible. C'est quand on n'avait pas le téléphone. Dire à un jeune aujourd'hui, mais avant on n'avait pas le téléphone, on s'en portait pas plus mal, c'est un truc de fou. Mais on peut leur dire qu'on vit très bien sans. Mais on vit bien, quoi. On est bien. On est toujours là d'ailleurs, regarde, on est vivants. Vous avez Instagram, vous deux aussi. C'est pour ça que je vais finir par l'avoir. Les lieux, c'est très important pour vous, Fouzi, les lieux de tournage. Et d'ailleurs, quand vous parlez de vos lieux, vous dites que pour vous, c'est pas des repérages, c'est des castings. Oui, c'est vrai, parce que c'est comme des personnes, les lieux. Moi, j'ai une croyance comme ça, quasi mystique, que les lieux ont une âme et qu'un cinéaste la révèle de la même manière qu'il révèle sur le visage d'un acteur quelque chose. Donc, un paysage, c'est comme un visage. C'est bizarre, dans la langue française, il y a souvent ces choses-là qui sont incroyables. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lettres qui se répètent entre les deux d'ailleurs, entre paysage et visage. Et je trouve qu'il y a quelque chose. Moi, il faut filmer les visages comme des paysages et filmer les paysages comme des visages. Et donc, du coup, c'est vrai que les lieux, il y a souvent une certaine heure de la journée où ils sont dans le maximum qu'ils peuvent rendre par rapport à l'émotion qu'on est en train de chercher à filmer. Donc, pour moi, aller dans un café, ce n'est pas une information. Souvent, malheureusement, c'est utilisé comme ça dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est une information, ils sont au café. Non, le café raconte quelque chose, ajoute quelque chose à ce que la scène raconte aussi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est incroyablement riche dans le médium cinéma, si je peux dire. Alors, Désert a été tourné où?
Je crois qu'en fait, on a compris pourquoi il faisait un film tous les 4 ans finalement. Il faut aller les chercher. C'est un processus très compliqué. Désert a été tourné où? Oh là là, dans beaucoup d'endroits, par exemple. Voilà, exactement. Voilà le temps, temps qu'il a fallu juste en termes de repérage, non de casting. Alors justement, j'ai une question. Juste pour qu'il réponde à la question. C'est Ouarzazate, c'est Erfoud, c'est Jbel Mdour, c'est Midl, c'est Marrakech, c'est Casa, c'est beaucoup de lieux. Et il y avait même un décor pour lequel il fallait une journée de route. Et du coup, c'est vrai, ça s'est posé une vraie question, parce que c'est une journée de tournage en moins. Une journée de tournage, ça coûte énormément, parce qu'il y a une équipe qui est payée, etc. Et c'était aussi une longue discussion avec la production. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que c'est vraiment le village qui ouvre le film. Et c'est une image très forte dès le départ. Donc, mais ça, c'était important d'y aller, même si ça coûtait cher. Alors justement, parlant de lieux, votre premier film qui devait être tourné à l'international, c'était un film sur la guerre d'Espagne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oh là là, alors là vous êtes fort. Et est-ce que c'est un projet qui tient toujours? Oui, c'est un projet qui tient toujours, mais qui est vraiment encore dans un stade de balbutiement. Oui, voilà, vraiment. Mais oui, mais c'est un... Parce que j'ai vu quelques échos dans la presse espagnole. Oui, exactement. Et je me suis dit... Exactement, parce que j'ai commencé un peu à travailler dessus. Moi, j'aimerais parler d'une chose, c'est sur les salles de cinéma. Bon, votre film sort la semaine prochaine dans nos salles cinéma au Maroc. Moi, je voulais parler du manque significatif que connaît le Maroc en termes de salles de cinéma. Je pense qu'il y a eu un déclin où les salles de cinéma ont fermé, où elles sont carrément laissées à l'abandon depuis des années maintenant. D'ailleurs, il y a plusieurs initiatives qui ont été faites cette année. Donc, on a annoncé dernièrement l'ouverture de 50 nouvelles salles de cinéma au Maroc. Est-ce que vous avez une idée sur comment sauver le cinéma et ses salles? Il faut redonner le goût de la salle, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, de manière générale, on se contente entre parenthèses, j'aime pas le mot, mais je n'ai pas d'autre, de consommation des images ou autre chose, il faut trouver un autre. En tout cas, ça y va avec cette pratique. C'est-à-dire de rester chez soi, de regarder, les gens sont très bien équipés, même en termes d'écran, de son, etc. Il faut redonner aux jeunes, surtout, je pense, ce goût d'aller dans une salle et de partager l'expérience, de voir un film ensemble. C'est quelque chose d'absolument convivial. Ouais, et de religieux, encore une fois, de mystique, c'est d'être ensemble et de sentir les mêmes émotions en même temps. Ça vous fait mal que votre film soit juste à la télé? Ah oui, mais moi, c'est un problème que j'ai. Mais justement, expliquez-nous pourquoi. Oui, mais c'est que moi, je fais des films pour le grand écran, je fais des films pour les salles de cinéma. Ça m'est très difficile de faire un film qui ne passera qu'à la télé. Parce que je comprends, hein, je veux dire, en passant à la télé, on peut pas se permettre... On peut se dire que c'est pour le plus grand nombre. Non, mais on filme... Alors, il dit pas, mais... Non, je n'ai aucun film qui n'est que pour la télé. Non, mais on filme différemment pour la télé que pour le cinéma. Voilà, c'est ça, exactement. Mais un film va sur le grand écran et se retrouve souvent. Oui, mais se retrouve. Mais s'il devait être qu'à la télévision, il y a un problème parce qu'on filme vraiment différemment pour le grand écran que pour le... Si tu veux, par rapport à la question que pose Rimel, c'est vrai que il y a on a vécu un véritable déclin, la disparition des salles de cinéma. Il y a un mieux, mais pas si... Voilà, c'est encore très très difficile. Ouais. Quand on va par exemple dans la région d'Agadir, où se tient pourtant un festival de documentaires avec le FIDADOC, aller trouver des salles de cinéma, ne serait-ce que pour projeter. Ouais. C'est compliqué. Meknès, qui était vraiment un fief avant-gardiste du cinéma, avec exactement. La démolition du cinéma régent, qui était un bijou architectural, qui était full tous les vendredis. Hein. C'est la... Et Ouarzazate d'ailleurs, où vous avez tourné votre film, ne compte pas une salle de cinéma. Est-ce qu'il y a des problèmes de couple dans votre film Désert? Il y en a toujours. Dans Désert, oui. Il y en a. Est-ce que je peux en parler? Oui, le personnage de Mehdi qu'interprète Fahd Benchemsi.
commence comme ça, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans son couple. On la comprendrait plus tard. C'est pour ça que je ne voudrais pas en parler tout de suite. On va pas spoiler. Mais il y a toujours des choses. Il y a toujours des problèmes de couple. Oui, c'est vrai. Et autour de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes divorcées? Dans ma vie personnelle. Dans votre vie personnelle, de proches. Oui, il y en a. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, c'est vrai. Les histoires d'amour finissent mal en général. Beck BD disait qu'elle durait 3 ans, pas plus. Oui, voilà, c'est ça. Combien de 3 ans? Oui, c'est vrai qu'on disait ça. Quand tu tiens 3 ans, c'est déjà. Après, c'est des caps. 3 ans, 7 ans. Après, t'as passé 3 ans, toi pas encore? Non, de couple, toi, de 3 mariage, ans, même pas, t'es arrivé. Moi, je me suis rendu compte que j'étais la seule qui n'était pas mariée autour de cette table. Mais non, mais ça tient quelques semaines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, 3 ans, 3 mois. Le divorce, ça a beaucoup inspiré Safia, qui s'est intéressée carrément, Fouzi, cette semaine, au serial divorceur. Vous avez déjà entendu cette expression, serial divorceur? Je comprends ce que c'est, mais maintenant... D'accord, on va voir ça. C'est le dérapage, pas totalement contrôlé en tout cas. Jingle. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. J'ai discuté avec un serial divorceur. Nous en avons tous un dans notre entourage, la personne qui a une carte de fidélité au tribunal de famille. Le mien en est à son 6e divorce. On peut dire qu'il a de la bouteille. Et le pire, c'est qu'il serait même capable de rempiler. Il a vraiment les crocs et de l'endurance. Moi, par contre, niet. Je déteste tellement la paperasse que je pourrais rester mariée juste pour les éviter. Alors, j'ai demandé à mon expert du divorce, mais pourquoi il en remet une couche à chaque œil de biche qu'il croise? Sa réponse: je n'aime pas être seule. Ok, certes, la solitude, au bout d'un moment, ça pèse. Mais il y a un juste milieu quand même, non? On n'est pas obligé d'aller voir les tontons à Edo, les tatas à Edoulettes à chaque rush. Et je me suis planchée sur les chiffres et mazette. Oui, j'aime bien cette expression. Je voulais absolument la placer, elle ne sert à rien du tout, mais j'ai l'impression d'être mature, je sais pas. Je dérape comme d'hab. Sinon, selon le HCP, tenez-vous bien, pour 100 demandes d'autorisation de mariage déposées, on recense 50 affaires de divorce. Donc ça veut dire que plus de 50% des mariages finissent en eau de boudin. Alors j'ai demandé à des femmes célibataires si ce ratio ne les refroidissait pas un peu. Je pense que le mieux, ce serait de trouver le partenaire idéal pour ne pas avoir à subir des divorces compliqués et qui ne soient pas présents, par exemple, pour les enfants, etc. En 2024, même le choix du potentiel futur mari, comment il va agir en cas de divorce, est devenu une qualité recherchée. Et oui, j'aimerais un homme doux, attentionné, beau, à l'écoute, et qui va me faciliter le divorce. Eh ben, fini la belle image du prince charmant. Mais d'autres ont l'air plus résignés, elles ne veulent pas d'une relation comme on les connaît. Quand t'as un mec tout le temps, il y a des obligations, il y a certains trucs, il y a un engrenage qui se crée dans lequel t'es obligé de rentrer. Et de toutes les façons, je considère que le modèle suivi aujourd'hui par nos sociétés, c'est-à-dire mariage, truc, c'est pas quelque chose qui marche, on le voit avec les divorces, tout ça. Et qu'il faudrait vraiment réfléchir à une autre façon de voir le couple. Relation à distance, homme à temps partiel, et si on changeait totalement la relation de couple? On la repensait comme une relation entreprise-salariée, par exemple avec un contrat en leasing ou en alternance. On peut imaginer qu'avant chaque mariage, les futurs époux vivront ensemble sur des périodes alternées. Une partie avec la théorie, avec des cours, et une autre avec une formation pratique avec la vie de couple. On peut même aller plus loin, pourquoi pas les contrats à durée déterminée avec renouvellement, si affinité bien sûr. On se marie, mais pour 6 mois. Le temps de voir ce que ça donne. Si on a encore des doutes, on peut le renouveler encore une fois. Comme une sorte de préavis avant embauche. Je trouve cette idée pas si mal finalement. Une sorte de drive test ou crash test, selon le modèle, bien sûr. Vous savez quoi? Vive la génération hybride. C'est bien. C'est pas mal le test mariage. Non mais ça existe. Je peux t'assurer mois. que ça existe vraiment, les CDD. Voilà, tous les 5 ans renouvelables, moi je connais. Comment ça existe? Ça, je vous le dis que ça existe. Non, mais tu te maries et tu divorces? Non, je connais. Enfin, bref, ça existe. Non, c'est sympa. Ça, 5 ans, au bout de 5 ans, on voit si ça marche pas, si ça marche. Ah oui, mais avant de se marier alors? Ah non, bien sûr, effectivement, on se met d'accord. Avant de se marier. On donne c'est une durée déterminée. Voilà, au bout de 5 ans, on fait le point. Alors mon mari et moi, c'était très difficile pour nous de réunir la paperasse qu'il fallait pour aller se marier. Donc en fait, on se dit qu'on va rester mariés juste parce que ce serait trop difficile en fait d'aller refaire la paperasse après. Foot, pas déjà bien. Foot quand même. Foot? Oui, foot. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Foot européen ou foot très marocain? Non, avant-hier. Alors attends. Ah, c'est le Real? Bah oui. Ah oui. Moi, j'ai Allez, suivi le PSG. on parle de sport et de foot dans « Y'a rien, ça joue ». Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Bonjour à vous tous. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça?
cette réponse. C'est le générique, si tu l'entends dans la maison, faut pas parler à ton mari. Ah oui, non, d'accord. Ça, c'est le formidable hymne de la Ligue des Champions, en fait. C'est un hymne qui rythme en général tout le programme de la semaine, un passionné de foot. Moi, et ma femme, c'est parce que je monte avant. Moi, je et ma femme, donc comme Selma, elle le déteste d'ailleurs parce qu'elle sait qu'une fois qu'il est lancé à la maison, il n'y a plus grand-chose qui va compter pendant les 2 heures qui vont suivre en fait. On va faire un peu de culture, on va juste rappeler en fait pour ceux qui ne savent pas que cet hymne a été écrit en 92 par le compositeur anglais Tony Britton qui l'a tiré d'autres choses, qui lui-même l'a tiré d'un texte religieux il me semble. Et cet hymne a pour particularité d'avoir des paroles qui intègrent les 3 langues de la FIFA, à savoir l'anglais, le français et l'allemand dans un même hymne en fait, avec des termes qui symbolisent donc la force et la grandeur de la compétition des équipes participantes. Ça c'est en théorie, parce qu'on sait que dans les faits, en Champions League donc, on l'a vu mercredi dernier, le foot il se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Non, c'est pas l'Allemagne. Non, c'est le Real. Oui, la phrase initiale c'est l'Allemagne, mais là c'est le Real Madrid en Champions League. Et puis vous avez le contraire qui marche bien aussi. Là, je vais en parler avec Fouzi Ben Saïdi, parce qu'en Ligue des Champions, le foot se joue aussi à 11 contre 11 et à la fin, qui c'est qui perd toujours? Ah là là. C'est le PSG. Ah là là, oui. C'est le PSG. Je la voyais venir. C'est le PSG. Et d'ailleurs, mardi dernier, quand j'ai vu le match dans un café blindé, j'ai découvert un truc stupéfiant. C'est combien nous, au Maroc, étions heureux quand une équipe française ne gagnait pas. Mais justement, au café, là, sur le but de Dortmund, par exemple, quand il marque à Paris, tous les cafés s'est levé comme un seul homme pour se faire des bisous, alors que je voyais bien qu'il n'y avait pas un seul amant dans la salle, ou du moins, qu'il n'en avait pas le faciès. Et quand j'ai voulu comprendre ce qui se passait, et que j'ai demandé à tout le monde véritablement pourquoi en fait ils étaient contre les équipes françaises, et tous à l'unisson, ils m'ont dit l'arrogance. Vraiment, l'arrogance. Même dans le foot, on trouve les Français, en tout cas, arrogants. Ils ont au final qu'une seule Champions League dans l'histoire qui a été gagnée en 93 par l'OM. Leur première Coupe du Monde n'a été décrochée qu'en 98 à domicile. Bon, il y en a eu une deuxième par la suite 4 ans plus tard. Et le championnat, en fait, la Ligue 1, elle peine à être dans le top 5 européen. Mais comme l'a si bien résumé un nouveau copain de café, parce que je me suis fait plein de copains sur ce soir-là, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ouvraient beaucoup la bouche. Et le problème, c'est qu'ils parlent beaucoup foot, mais ils gagnent pas beaucoup. Et on s'est rendu compte aussi, c'est quand ils parlaient foot, en fait, tous ceux qui aiment le foot français, ils dialoguent pas, ils partagent pas, ils débattent pas, ils professent. Voilà, ils sont là. Et notre pauvre petit Hakimi. Hakimi il a été éliminé comme le PSG. Et ça vous fait pas de la peine? Vous détestez non, pas du le tout, parce PSG que et le pauvre Hakimi, vous vous en fichez? Du tout, parce qu'il y a le grand Brahim Diaz qui va en finale avec le Real. Avec le Real, oui. Tu sais qu'en fait, la chance qu'on a eue, c'est que si le PSG avait été en finale, on aurait eu Hakimi. Avec le Real, c'est Brahim Diaz. Et même si le Bayern était passé, on aurait eu Mzraoui. Donc aujourd'hui, on est présent d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait de très jolies performances à l'international. Donc ça, je peux comprendre en fait ce que disait par rapport au drapeau. On a de quoi être fier parce qu'on a de grandes réalisations. Et puis je voulais juste finir sur un truc et rappeler quand même qu'en tant que Marocain, on est un puissant réceptacle des médias français, culturellement parlant, puisqu'on a une sorte de proximité. Et je suis désolé, mais en fait, tout ce qu'on retient de leur actualité foot ces dernières années, en fait, c'est pas leur victoire retentissant sur les terrains, mais ce qu'on retient, c'est la politique des quotas qui a été pensée par la fédération. Moins de blacks, moins d'arabes. Qu'on le veuille ou pas, l'interdiction par les clubs qui était faite aux joueurs musulmans de jeûner pendant le mois de Ramadan, l'interdiction par la Ligue d'arrêter un match de foot 30 secondes pour qu'un joueur puisse rompre son jeûne, alors comme on le fait en Angleterre que ça passe normalement, et tout récemment donc l'interdiction de porter des collants par grand froid, ou même des casques de protection parce qu'ils seraient anti-laïques. Bon, le jour où tu vas demander à aller voir un match du PSG, je crois que pour toi c'est mort. C'est pas grave, parce que moi ce que j'ai fait, c'est comme tout le monde, ce que j'ai fait comme tout le monde dans le café, quand il y a eu le but de Dortmund, je me suis mis à danser et à chanter, et pas pour la même raison. C'est parce que moi j'aime pas le PSG, je préfère l'Olympique de Marseille. C'est pas très cohérent, mais bon, mais c'est pas grave. Il nous reste merci Amine, il nous reste quelques minutes. Si je devais vous demander un titre, un seul, un titre musical bien sûr, lequel vous choisiriez? Choisiriez. Je prendrais bien. Pas à moi d'ailleurs. J'écouterais bien un titre du grand rappeur marocain Choubi. Vous avez fait énormément plaisir à notre chef de prod avec ce titre. C'est un choix très inattendu. Oui, complètement. On s'attendait pas à ça, la vérité. Ah oui. Pourquoi ce choix? On se disait oui, peut-être un petit morceau oriental, ou alors il va nous dire un titre de son film. Ouais. Mais on s'attendait pas à ça. Pourquoi? Mais je dirais, franchement, je vais vous dire, je trouve que dans le rap marocain, ce qu'emmène Choubi, Mad par exemple, c'est que son frère d'ailleurs, il y a quelque chose de...
il y a une sensibilité nouvelle, je dirais, que moi j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, et c'est des chansons que j'écoute sur ma playlist comme n'importe quelle chanson du monde entier. Voilà, donc j'aime bien la scène nouvelle marocaine, et cette connaissance, je peux dire aussi, je la dois à mes enfants que je remercie. Je vous donne quelques petites secondes pour réfléchir, mais vous n'allez pas avoir le temps. On termine toujours l'hebdo de cette manière avec nos invités. On disparaît, on n'est plus là, on vous laisse tout seul. Vous êtes en tête-à-tête avec nos auditeurs et ceux qui vous verront en image sur nos réseaux sociaux. Vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez à nos auditeurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce que je veux. Ce que vous voulez. Un rapport cinéma, pas cinéma, vous dites ce que vous voulez, vous avez 1 minute chrono. D'accord, c'est-à-dire, ça démarre quand vous voulez. Il y a 45 secondes déjà. Il me reste 13 secondes. Non. Il y a trop de brouhaha dans le monde, il faut un peu de silence. Voilà. Je la suis prise en pleine poire. Surtout moi, je me la suis prise en pleine poire, celle-là. J'ai pas vu venir, bravo. Alors là, celle-là, on l'avait jamais eu. Jamais eu. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Merci. C'est vraiment qu'est-ce que c'est beau. Comme ça, je ne savais rien, c'est arrivé comme magnifique. Ça. Voilà, mais c'est ça qui est bien, c'est quand ça arrive spontanément. C'est pour ça que c'est lui qui fait des films et pas nous. Merci infiniment, merci Fouzi. Désert, ne le manquez pas. On en a beaucoup parlé sur notre antenne, notamment au festival du film. Les prix, de par l'annonce des prix qu'il a eu, vous allez enfin pouvoir le découvrir. Franchement, allez-y, vous allez passer un bon moment. Et un petit conseil pour celui-là, vraiment, allez-y en famille, parce que c'est un moment à passer en famille et devant, bien évidemment, le grand écran. Merci Fouzi. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se regarde là-bas, on fait un grand coucou et on se dit à rendez-vous la semaine prochaine. On vous embrasse. Ciao, ciao.